Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine. Et nous parlons bien évidemment de sport dans le cadre de l'émission et de votre émission 7 Sport. Et 7 Sport, vous savez, c'est le résumé de la semaine de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de cette discipline. Au sommaire de 7 Sport aujourd'hui, nous parlerons de la victoire du Gabon ou encore de la qualification du Gabon pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Il sera également question, on parlera du séminaire de formation sur les droits de télévision qui a eu lieu dans la capitale gabonaise, donc animé par Philippe Doucet. Et nous aborderons également le thème de la semaine. La question elle est toute simple, les droits de télévision au Gabon. Est-ce une réalité? Avec moi sur ce plateau, comme tous les lundis à 20h45, Michel Juilly du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir. Oui. Comment vas-tu Michel? Très bien, merci. Ah oui, après l'adrénaline du match Gabon-Mozambique, ça va? Ah oui, ça va. C'est vrai que c'était un match plein de frissons, Ouais. d'émotions. Vraiment, c'était la peur. Tout le monde était Les Gabonais ont eu anxieux. peur. Hein. Les Gabonais ont eu peur. Il fallait vraiment croiser les doigts. Mais tous les dieux du Gabon étaient là ce jour-là. Les dieux du football. Les dieux du football étaient là ce jour-là. Et ben voilà, le Gabon a pu quand même décrocher, n'est-ce pas, cette qualification. Ah, il va bousculer quelques gris-gris, Michel, pour se qualifier, non? Non, mais par contre, je crois que là, chacun a puisé au fond de sa réserve et l'union faisant la force, tout le monde, tous les 23 joueurs se sont battus corps et âme pour pouvoir atteindre cet objectif de qualification. Parce que c'était une mission, certes, difficile, pas impossible, mais difficile. On en parlera tout à l'heure avec Michel Zieui qui était au stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est du côté de Angondje dans la capitale gabonaise. Mamadou Niang est également avec moi sur ce plateau, comme tous les lundis. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Nangadef. Magnifique. Magnifique. Yorma Khalis, Mamadou. Khalis Amoun. Khalis Amoun. Ah ben oui, mais c'est du Wolof. Et c'est bien. Nous allons également dire bonsoir à tous nos amis qui nous regardent du côté de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Niger et de tous les pays africains. Alors, on commence tout de suite, Mamadou, avec la rencontre ou encore ces éliminatoires comptant pour le mondial 2018. Le Gabon se qualifie pour le troisième tour. Enfin, un premier pays s'est d'ores et déjà qualifié pour ce troisième tour et dernier tour de qualification du mondial 2018 qui se déroulera en Russie. Il s'agit du Gabon qui a remporté sa victoire à domicile face à son homologue mozambicain en s'imposant au bout du suspense, comme le dit Michel Zeuilly, après la séance des tirs au but. On regarde ce reportage de Michel Zeuilly et on se retrouve pour en parler. Enfin, mission accomplie pour Georges Costa et ses poulains. Après une chaude empoignade et un véritable bras de fer entre les Panthères du Gabon et les Mambas du Mozambique, le Gabon est parvenu à imposer sa suprématie à domicile en arrachant son ticket de qualification pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Une qualification acquise à l'issue des séances des tirs au but après le match nul sur l'ensemble des deux rencontres d'un but partout. Ambitieux et décidés de cette mission, certes difficile mais pas impossible, les Panthères du Gabon se sont rapidement mis en confiance en inscrivant un but matinal à la deuxième minute grâce à une passe du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang à Malik Evouna dans la surface de réparation qui trompe la vigilance du gardien de but mozambicain Victor Suarez et loge le ballon au fond des filets. Le score reste donc d'un but à 0 à la première mi-temps. En deuxième période, le capitaine Pierre-Emerick et ses coéquipiers accélèrent, mais gardent toujours un œil en défense, tandis que de leur côté, les Mozambicains ont tenu la dragée haute à leur adversaire en imposant un football athlétique, physique, basé sur un dispositif bien en place. Après plusieurs occasions de buts ratés et d'autres refusées par l'arbitre des deux côtés, suite au positionnement d'hors-jeu, les deux équipes ont été obligées de jouer les prolongations avant que le Gabon finisse par l'emporter après les épreuves fatidiques des tirs au but, 4 buts à 3. Alors, M. Zouéhi, victoire du Gabon au tir au but face au Mozambique. Le Gabon avait déjà perdu le match aller à Maputo, 0 but contre 1. Et là, Malik Evouna qui remet les pendules à l'heure de la 4e minute. Et puis ensuite, la séance des tirs au but. Le Gabon par Pierre-Emerick Aubameyang qui marque le dernier but. Donc, et là, on se souvient bien sûr qu'en 2012 déjà, Pierre-Emerick Aubameyang avait raté ce pénalty en quart de finale contre le Mali lors de la CAN co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale.
équatoriale, mais déjà là, c'est son pied droit qui envoie le Gabon au 3e et dernier tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Bien sûr, Willy. Vous savez, ce match était un match décisif. Hein, et du coup, les Panthères blessés avaient décidé de prendre leur revanche à domicile et décrocher, pourquoi pas relever ce défi tant attendu des Gabonais. Donc, il y avait là 3 contextes. D'un côté, on avait les Panthères qui avaient décidé effectivement de battre le Mozambique ici, de pouvoir se qualifier pour ce 3e tour, donc la phase de poule. De l'autre côté, il y avait également, surtout hein, pour les Panthères, de remettre le peuple en confiance parce qu'il y avait déjà un doute qui régnait déjà dans les têtes des supporters et donc du coup, il fallait communier, il fallait remettre les supporters en confiance. Et puis, on a également Pierre-Emerick qui l'avait déjà prémédité et ça, il a confirmé en conférence de presse qu'il devait se venger par rapport à la CAN 2012. Il fallait n'est-ce pas, qu'il renoue avec le peuple gabonais en marquant ce tir au but. Il n'a pas tremblé. Hein. Et vraiment, ça a été magnifique. En plus, on a ce Didier Ovoneban, ce gardien de but également qui commençait à créer plusieurs interrogations dans les têtes des Gabonais où on se disait qu'est-ce qu'il pourra faire quelque chose lors de ce match retour. Mais là, il a prouvé, il a pris ses responsabilités devant toute la nation et il a arrêté ces 2 tirs au but. Vraiment, c'était merveilleux, c'était spectaculaire. Il a sorti son génie, il a prouvé qu'il jouait avec le cœur et qu'il pouvait se faire respecter autant pour moi par les Mozambicains. Voilà. Mamadou Niang, victoire du Gabon et du coup qualification pour le prochain tour de ces éliminatoires du Mondial 2018. On a vu une équipe gabonaise, c'est vrai qu'au départ, l'équipe gabonaise a marqué de l'entente de la rencontre quasiment à 5e minute, de 4e, 5e minute de cette rencontre, mais il y a quand même, on a remarqué beaucoup de déchets techniques. Je crois qu'il faut d'abord féliciter l'équipe pour s'être qualifiée au dernier tour. Quant au contenu du match, moi je crois que c'est la première fois que je vois les Panthères évoluer à un tel niveau, très bas vraiment. On n'a pas eu l'impression d'une équipe qui est soudée, qui pratiquait un jeu collectif. Bon, pratiquement, tant au match aller qu'au match retour, l'équipe n'a pas été collective du tout. Et on n'a pas retrouvé l'identité de cette équipe. L'identité du football gabonais, c'est la rapidité, c'est la vitesse, c'est la technique. En fait, c'est la mobilité. Et je joue un peu sur la vitesse et sur la technique. On ne l'a pas retrouvé là, en samedi face aux Mozambicains. Le collectif faisait défaut. On a eu énormément de problèmes défensifs. Il faut. Donc, en attaque, les 2 attaquants qui étaient devant, Malik et Pierre-Emerick. On se rappelle quand même que Malik Evouna était orphelin de Pierre-Emerick au match aller et qu'on a retrouvé cette complémentarité parce que c'est sur une passe de Pierre-Emerick Aubameyang que Malik ouvre le score. On a retrouvé cette complémentarité sur une action. C'est très peu, en 90 minutes. Ça veut dire qu'on avait 4 milieux de terrain, mais ces 4 milieux de terrain, il y avait des milieux qui avaient beaucoup de mal à se projeter dedans pour apporter le surnombre en attaque. C'était bien sur le plan de la récupération collective, mais après, il faut se projeter devant. Quand on a 2 attaquants, il faut avoir des milieux également qui sont capables de se projeter devant pour apporter le surnombre. On ne l'avait pas. Sur le plan collectif, ce n'était pas du tout ça, ce qu'on avait l'habitude de voir. Et le Mozambique a failli marquer un dernier but, quasiment en toute fin de partie, avec ce moment qui rebondit sur le poteau. On a trouvé beaucoup plus de collectifs chez les Mozambicains. Eux, vous savez, leur projet de jeu, ils jouent beaucoup sur les triangles, des passes redoublées, un bon contrôle. Sur le plan technique, ils sont bons. Ils tiennent bien le ballon, ce qui a fait un peu défaut chez les Panthères. Et ensuite, bon, on savait ce qu'ils voulaient faire. Contrairement aux Panthères, on ne savait pratiquement pas ce qu'ils voulaient faire. D'où donc le chantier qui reste encore à faire pour l'entraîneur. Il a un énorme chantier. Et ensuite, sur le plan mental, on n'a pas vu une équipe se révolter. Ça peut ne pas aller pendant quelques temps, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse sonner la charge pour qu'il y ait une révolte. Mais pratiquement, en certains moments, on a senti pratiquement l'équipe abandonner, baisser les bras.
Et ce n'est pas bon pour l'avenir. Devant une grande équipe. Costa va donc procéder à certains réglages pour la suite de cette compétition. Et bien que s'étant qualifié à domicile pour le 3e tour face au Mozambique lors du match retour, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, de nombreux observateurs souhaiteraient tout de même que le Gabon tire les enseignements de ce 2e tour afin de mieux aborder le 3e tour et aller en Coupe du Monde 2018. On regarde ce reportage de Michel Zuilly. Bien qu'ayant atteint l'objectif de la qualification au 3e tour des éliminatoires du Mondial 2018, samedi à Libreville, face à son homologue le Mozambique, certains observateurs restent tout de même inquiets pour la suite de la compétition. En se référant à leur prestation de samedi lors du match au retour, ce dernier se demande si l'équipe nationale du Gabon arrivera plus loin au prochain tour. Car pour eux, ils estiment qu'avec toutes les forces en présence, cadres réunis ce jour-là, le Gabon n'avait pas besoin de franchir l'étape de prolongation, voire des tirs au but. Même si les Panthères du Gabon ont inscrit le premier but de la rencontre dès la 4e minute du match par l'intermédiaire de Malik Evuna, ces derniers ont tout de même peiné face à leurs adversaires les Mozambicains qui leur ont imposé un rythme de jeu très physique, technique et tactique tout au long de la première période. Les Panthères ont eu du mal à maîtriser leurs adversaires. Durant la seconde période, les actions les plus dangereuses seront à mettre à l'actif de la sélection des Mambas. Les Panthères du Gabon ont ensuite baissé la garde, laissant un peu plus d'espace aux Mambas du Mozambique qui ont failli tuer le match à la dernière seconde des 90 minutes sur une frappe de Helder Pelembe. Heureusement que tous les dieux étaient avec le Gabon car le ballon est allé trouver le poteau gauche de Didier Oveneban. Bien que le plus important soit fait aujourd'hui, après ce match, il serait tout de même important pour Georges Costa et ses poulains de tirer les enseignements de ce 2e tour afin de mieux affûter leurs armes pour le dernier virage qui n'est pas de moindre. Ils devront aborder cette dernière phase de poule avec beaucoup plus de vigilance, de concentration et de sérénité. Alors, Michel Zuilly, c'est vrai, comme le disait Mamadou tout à l'heure, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire au sein de cette équipe nationale, même s'il y a eu la qualification au bout, mais on a tremblé jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il y a la qualification, bon, ben, il va falloir procéder à certains réglages. Oui, bien sûr que l'essentiel est fait. Ce qui était déjà très important, c'était de se qualifier pour le 3e tour. Donc, il faut procéder au dernier réglage pour la suite de la compétition. On a remarqué, normalement, en principe, le Gabon ne devrait pas aller au tir au but, disons, à la phase des prolongations. Et pourquoi non? Tout simplement parce que tout le dispositif était là, tous les joueurs, tous les professionnels, tout le monde était là. Mais le Mozambique n'est pas une petite équipe, Michel. Attention, Willy, le Mozambique est arrivé, d'accord, le jour même du match. Et le Mozambique n'a pas eu le temps de se reposer. Les Mozambicains étaient vraiment extériorisés. Ils étaient fatigués. Donc, assaillis, autant pour moi, par la fatigue, ces derniers n'ont pas pu donner ce qu'il fallait sur le terrain. Et ça, leur entraîneur, lors de la conférence de presse, leur sélectionneur a confirmé qu'effectivement, ce n'était pas ça, la performance n'était pas... Mais le Mozambique n'est pas venu en victime expiratoire, Michel. Oui, bien sûr. Mais qu'à cela ne tienne, en termes d'expérience, le Gabon est bien placé, le Gabon est plus expérimenté, c'est une équipe jeune. Et d'ailleurs, même le sélectionneur mozambicain disait que dans 5 ans, en fait, il nous mettait à défi qu'écoutez, dans 5 ans, vous verrez le rendu. Donc, c'est pour vous dire qu'en quelque sorte, le Gabon a toujours eu cette manie-là, les Panthères ont toujours eu cette manie, un temps soit peu, de baisser la garde avant même la fin du match. C'est-à-dire, c'est comme si le match était déjà presque acquis, la victoire était acquise. Il va falloir procéder à des réglages. Il faut rester éveillé jusqu'à la fin, il faut faire preuve de lucidité, il faut faire preuve de vigilance, il faut vraiment, et surtout, Mamadou le disait tantôt tout à l'heure, on a eu un problème de défense. En définitive, Michel? En définitive, il faut revoir, il faut recadrer le jeu, le système de jeu, et il faut recadrer l'état mental des joueurs. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission après l'intervention de Michel Zuilly, vraiment très chaude sur quand il s'agit des Panthères du Gabon. Je rappelle également, Michel, que bon, l'un des meilleurs joueurs de ce monde fut bien sûr Eusebio, qui était d'origine mozambicaine. Donc le Mozambique, mais il ne faut pas vraiment prendre cette équipe à la légère, même s'il est éliminé, il faut respecter le Mozambique et que le Gabon n'était pas obligé de gagner parce que bon, cette équipe mozambicaine ne s'est pas entraînée à temps.
on prend ça comme ça et puis on prend ça comme ça. Écoutez, c'est un très beau match et l'essentiel est fait, c'est ce qu'on retient. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission et parler de l'ouverture du séminaire sur les droits de télévision Libreville. À Libreville, donc la Ligue nationale de football professionnel a initié un séminaire de formation sur les droits de télévision. Ce séminaire a donc démarré le 12 novembre dernier. On regarde ce reportage de Dina Koussou. Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce jeudi un séminaire de formation sur les droits de télévision du 12 au 15 novembre à l'initiative de la Ligue nationale de football professionnel. Cette formation, qui est animée par Philippe Doucet, a été ouverte en présence du ministre gabonais des Sports. Si nous voulons être professionnels, nous devons l'être jusqu'au bout. Si le football se joue de façon professionnelle, les retransmissions doivent l'être également. Et à ce titre, une rencontre entre les professionnels des médias et le monde sportif était nécessaire. Dans la même foulée, le président de la LINAFP a rappelé les objectifs visés en organisant un tel séminaire. Si on veut véritablement être professionnel, il va falloir qu'on s'arrime aux exigences d'un championnat professionnel, qui voudrait que ce ne soit pas les pouvoirs publics qui le financent, mais plutôt des postes bien identifiés dans l'organisation de la compétition qui puissent nous amener à nous autofinancer. Et ces postes sont bien connus, le sponsoring, la billetterie et les droits de télévision. Durant 4 jours, le journaliste sportif Philippe Doucet va animer ce séminaire de formation aux côtés de certains experts locaux. Au final, ce sont donc plusieurs acteurs du football gabonais, issus des clubs de National Foot et certains chroniqueurs sportifs qui prennent part à ce séminaire de formation. Voilà donc ce séminaire qui a été animé par Philippe Doucet, Pablo Mousso-Djingoma et bien d'autres, a donc démarré le 12 novembre dernier. Mamadou Niang, ce séminaire s'est achevé le week-end, donc dimanche dernier. Et au cours de celui-ci, nous allons regarder les images de la clôture de ce séminaire animé par Philippe Doucet. Donc ce séminaire il y avait quand même 3 points à l'ordre du jour, 3 points importants. Nous allons retenir les 2 modules les plus importants, donc les droits de télévision et l'école des consultants. Mamadou Niang, aujourd'hui au Gabon, on insère, et Philippe Doucet, qui est donc arrivé ici pour animer ce séminaire sur les consultants, sur les plateaux de télévision au cours des matchs. C'est une très très bonne chose, d'autant plus que dans les mois qui viennent, ou encore pendant la CAN de 2017 que le Gabon va abriter, eh bien, on aura des consultants aguerris et ils savent déjà leur rôle au cours des matchs. Je crois que c'est une très bonne chose et puis donc à saluer. C'est encourageant aussi parce que le rôle de consultant, parce que c'est pas simple comme le pensent certains. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut également suivre beaucoup aussi l'actualité sportive et savoir aussi comment rendre l'information. Ensuite, selon le temps, alors vous êtes confiné en temps qu'il faut respecter, en timing. Ensuite, il faut être conçu. Donc tout ça, ça participe. Ce séminaire va faire en sorte que les consultants au niveau du Gabon puissent également maîtriser toutes les rouages qui tournent autour de cela pour être de bons consultants, pour progresser, ensuite donc rendre bien l'information. On aura l'occasion de parler parce qu'il y avait également à l'ordre du jour les droits de télévision. C'est quoi les droits de télévision? C'est le thème de la semaine pour savoir si c'est une réalité ou pas, si les médias gabonais vont s'arrimer, vont s'adapter ou encore vont accepter cette situation. Il y avait également au cours de ces séminaires de formation un autre module sur la santé ou encore la médecine sportive animé par les docteurs Jean-Jacques Nzogé et docteur Brice Angoué Eboué. Il y a eu de très bonnes choses. On comprend aujourd'hui la nécessité de pouvoir avoir un médecin dans une équipe, que ce soit en club ou en équipe nationale. Mais je crois que c'est nécessaire. Comme on a un entraîneur, l'entraîneur est important, mais le préparateur physique est important, est très important, le masseur est très important, comme les kinés et tout. Donc le médecin sport est effectivement important il a un rôle à jouer. D'abord dans la détection. Souvent on a vu des joueurs qui meurent sur le terrain parce qu'ils n'ont pas été détectés, on n'a pas détecté la maladie. Souvent, il y a également des joueurs qui se blessent. Comment remettre le joueur d'appoint? Il faut avoir un médecin pour ça.
Donc, c'est très important. Je crois que c'est un rôle qu'il faut davantage. Malheureusement, en Afrique, on n'y attache pas beaucoup d'importance. Vous verrez un président de club recruter un entraîneur, il ne pensera jamais au médecin ou bien au préparateur de gardien de but. Alors voilà, on va tout de suite écouter Philippe Doucet au sortir de ce séminaire. Je pense que le grand mérite évidemment de cette réunion, c'était de mettre dans une même salle, si ce n'est autour de la table encore, mais au moins dans une même salle, tous les acteurs de ce jeu, tous les acteurs essentiels au financement du football professionnel, à savoir en l'occurrence pour ce chapitre des droits télévision, donc la Ligue, enfin les institutions en général, parce qu'il y a FEGA Foot également, la LINAFP et les clubs d'un côté, et puis les télévisions qui étaient également présentes et qui ont donc pu entendre ce discours, ce message qui devait être passé, qui est que on arrive au deuxième étage de la fusée, dans une deuxième étape du développement de ce championnat professionnel, et que ça passait par des revenus différents, et notamment les droits télévision. Pablo Moussou-Djingoma, journaliste de sport au Gabon, à Gabon Télévision, a donné son sentiment également au sortir de ce séminaire. Oui, je pense que la première satisfaction pour moi, c'est de savoir que la plupart des consultants sur lesquels nous comptons étaient présents. Donc, c'est manifestement l'intérêt qu'ils portent à ce métier. C'est devenu un métier. Ils ont arrêté le football. Ils ont choisi de faire partager leur expérience, leur vécu. C'est donc rester dans l'environnement du football. Je pense que ce que nous avons partagé ensemble pourrait, sans nul doute, apporter plus de contenu, puisque c'est l'objectif, apporter une autre offre éditoriale au public qui devient tout à fait exigeant. Écoutez, cette fois-ci, nous allons écouter ensemble Freddy Koula, qui lui il est séminariste au cours, bien sûr, il a donné son avis au sortir également de ce séminaire. D'abord, premièrement, il est toujours important de renforcer ses capacités, et ce séminaire sur la consultation, comme a appelé la Ligue nationale de football les comptes de consultants, est un vrai moyen de se remettre en cause et de se faire une autocritique. Une autocritique d'autant plus importante que notre métier est soumis à l'analyse populaire, et donc tout ce qu'on dit et passe au peigne fin devant notre public, nos téléspectateurs, etc. Donc tout ce qui a été fait aujourd'hui sur la consultation sportive, sur le J1, J2, sur le métier du consultant naturellement, n'est de nature qu'à nous satisfaire naturellement et à nous faire progresser, parce que le vrai problème que nous avons nous dans notre pays notamment, c'est que les gens, que ce soit petits ou grands, ne veulent pas toujours repartir à l'école. Repartir à l'école sous-entend qu'on a le temps de recyclage, et ce recyclage-là nous permet naturellement de faire un bond vers l'avant et de donner de la qualité aux gens, parce que tout ce que les gens veulent en regardant la télé, c'est écouter des vrais commentaires, c'est écouter des vraies analyses et avoir des chiffres vrais, et tout ceci nous a été d'autant plus donné par un expert qui travaille à Canal+, que nous admirons beaucoup, M. Philippe Doucet, avec beaucoup de précision et de concision. On écoute cette fois-ci pour la boucle de ce reportage. Nous écoutons cette fois-ci Brice Bikadjambou, le président de la LINAFP. Nous pensons que l'objectif a été atteint avec ce que nous venons de faire aujourd'hui. Le débat il est posé et les uns les autres, de plus en plus, sont imprégnés de ce que le championnat national, pour le diffuser, pour avoir des images, doit être acheté et non pris gratuitement. Voilà, poursuivons cette émission et parler justement de boxe avec bien sûr cette conférence de presse qu'a donnée monsieur Sosa Simawango Clément. Nous allons regarder d'abord ce reportage préparé par Michel Jueyi et on se retrouve juste pour en parler. Le bureau directeur de la FEGA Boxe a tenu ce jeudi 12 novembre 2015 au siège de la Fédération gabonaise de boxe un point de presse dit de clarification sur l'affaire Jean-Maurice Mbumba Ibinda et Nguema Assa Louis Raymond, ex-vice-président de la FEGA Boxe suspendu. Ils sont montés au créneau afin de dénoncer les comportements déviants portant atteinte à l'honneur et à l'intégrité physique du président de la Fédération gabonaise de boxe, Clément Sosa, qui pour eux a librement choisi de participer à l'éclosion d'une élite sportive dans son pays.
Au cours de cette conférence de presse, plusieurs volets ont été abordés, tels que celui lié aux allégations sur la nationalité douteuse du président de la FEGABOX. Le bureau directeur a bel et bien confirmé que Clément Sosa n'a jamais nié sa biculturalité, lui dont le défunt père aurait été bel et bien gabonais, d'où il détiendrait son identité gabonaise. L'aspect des supposés détournements à l'actif du président de la FEGABOX a également été évoqué par le bureau directeur. Ce dernier serait pointé du doigt par les plaignants Jean-Maurice Mbumba Ibinda et Nguema Assa Louis Raymond d'avoir détourné une somme de 380 millions à l'issue d'un championnat du monde disputé par Taylor Mabika et 25 millions de l'État gabonais. Des accusations que le bureau estime fausses et qualifie de distractions vaines. Ainsi, pour mettre un terme à cet épisode qui risque de prendre d'autres proportions à la longue, le bureau directeur a décidé, séance tenante, de transmettre ce dossier aux autorités afin que justice soit faite. Voilà, donc on vient de nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Clément Sosa Simawango, le président de la Fédération gabonaise de boxe. Il y a une multitude de titres autour de ce monsieur qui occupe d'énormes responsabilités. Il est également vice-président de la Confédération africaine de boxe. Il est également président de la zone 3 de la Confédération africaine de boxe. Il est sur ce plateau. Il aura l'occasion de s'entretenir tout de suite avec Michel Juilly. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, il y a quand même beaucoup de problèmes depuis 2, 3, 4 mois, voire un an autour de la Fédération gabonaise de boxe. Et vous êtes là pour nous parler justement de certains de ces problèmes et du point de presse que vous avez donné la semaine dernière, ou il y a encore quelques 4 jours. Qu'en est-il au sein de cette Fédération gabonaise de boxe? Bon, dire qu'il y a des problèmes au sein de la Fédération gabonaise de boxe, non, c'est plutôt pas vrai. Il n'y a jamais eu de problème en fait. C'est une fédération qui regorge en son sein des indisciplinés en fait. Vous devez comprendre que la boxe est souvent pratiquée par des gens un peu moins lettrés en fait. Je n'ose pas dire par des illettrés en majorité. Donc, c'est ça qui occasionne parfois des dérapages et des gens qui méconnaissent les statuts et règlements de la boxe. J'ai pris la reine de cette fédération depuis 2004, en fait. Ça va faire 12 ans bientôt et que je suis président. Et vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'indisciplinés que nous avons, au fur et à mesure, disciplinés de par, je veux dire, de petites sanctions par-ci, par-là, puisque lorsque je prenais la FEGABOX, j'ai promis assainir ce milieu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous devriez remarquer qu'il fut un temps, il n'y avait plus du tout du bruit. Le bruit a repris simplement parce que mon premier vice-président, la commission de discipline de la Fédération gabonaise de boxe, l'a traduit pour, je veux dire, ses comportements par rapport au comportement déviant qu'il a eu à poser cet an dernier. Et c'est ainsi qu'il a été sanctionné, il a écopé d'une suspension. Alors, ce qui lui donne le droit de raconter n'importe quoi sur le dos ou dans le dos des gens. Et surtout moi qui suis son patron, je crois que c'est inacceptable. C'est de ça qu'il s'agit simplement, et ni plus ni moins. Voilà, nous allons tout de suite, avant que Michel ne pose 2 ou 3 questions au président Sosa. Dans la même foulée, le président, donc la Fédération, a aussi publié le calendrier et les lieux des compétitions nationales de la Fédération gabonaise de boxe. On regarde ce reportage de Michel Juilly et on se retrouve avec Michel et le président Sosa. Après le point de presse qui s'est déroulé au siège de la Fédération gabonaise de boxe ce jeudi 12 novembre 2015, le président de la FEGABOX, Clément Sosa, a tenu à dévoiler dans la même foulée le programme officiel des compétitions en vue de la FEGABOX sur le plan national, notamment le championnat de boxe et autres. Avant le championnat national, il va y avoir l'ouverture de saison. Et cette ouverture de saison sera ponctuée par la phase finale du championnat provincial concernant la Ligue de l'Essuyer. Et les autres ligues sont aussi en pleine préparation pour aligner les meilleurs de leurs différentes catégories. Le championnat national, je l'ai prévu pour, dans le cadre de sa délocalisation,
qu'il se passe cette fois-ci à OIM, du 15 au 25 décembre. Ces tournois permettront également à la Fédération gabonaise de boxe à faire la détection des meilleurs boxeurs qui constitueront l'équipe nationale du Gabon lors des grands challenges. Voilà, Monsieur le Président, le calendrier il est établi. Comment se sentent aujourd'hui les boxeurs gabonais en ce qui concerne l'état d'esprit? Ben, leur état d'esprit est... On a quand même vu des boxeurs gabonais pas du tout en forme lors des derniers Jeux africains. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, toute compétition mérite, n'est-ce pas, une préparation adéquate. Bon, je ne peux pas critiquer ici, je veux dire, nos autorités, mais il est souvent nécessaire d'écouter nous qui gérons la chose au quotidien. Vous comprenez? Lorsqu'on fait un programme de préparation, ce n'est pas, par exemple, je m'excuse, ce n'est pas un cadre du ministère qui peut venir dire non, c'est pas comme ça, nous on doit faire ci, nous on doit faire ça. C'est ce qui s'est passé. Ils ont accordé aux boxeurs combien de temps pour préparer ces jeux-là? On les a logés où? On est allé les cacher à Ngondje. À Ngondje, il n'y a même pas de ring. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, c'est une occasion pour moi de dire merci au ministre Louembe qui fait beaucoup pour le sport et la boxe en particulier. Vous savez le pourquoi. Mais en retour, vous jetez la pierre à certains cas du ministère des Sports. Ah non, écoutez, lorsque je parle du ministère des Sports, je ne parle pas du ministre. Le ministre, c'est l'autorité suprême. Il y en a, moi je suis président aujourd'hui de la FEGABOX, n'est-ce pas? Mais certains de mes collaborateurs peuvent poser des actes et moi je porte le chapeau. C'est tout. Parce que une mise au vert de 3 jours, par exemple, à Rabat, ça, c'est inopportune pour la Fédération gabonaise de boxe. Et encore que la FEGABOX n'est pas rentrée bredouille au bercail, nous sommes rentrés avec une médaille, et laquelle, une médaille de bronze. Et une médaille de bronze obtenue au cours des Jeux africains. Les Jeux africains, attention, c'est un mini Jeux olympiques. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce sont les Jeux olympiques du continent africain. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Surtout pour la boxe. Peut-être une question au président. Surtout pour ce qui est de la boxe. La boxe n'est pas comme le karaté ou le judo, où en une journée, vous pouvez avoir une médaille d'or. Vous compétissez pendant plusieurs jours pour atteindre le stade de demi-finale. Le Gabon était jusqu'en demi-finale. N'eût été un peu, comme d'habitude, la triche de nos arbitres qui sont venus un peu beaucoup plus, je veux dire du Nord, nos amis un peu, je m'excuse, vous les connaissez, les Arabes? Non, mais vous êtes président de la Confédération africaine de boxe. Attention, vous savez, jusqu'à l'heure où nous parlons, l'arbitrage... Vice-président, je voulais dire. Je le suis, je le suis, j'ai été élu, je veux dire, à l'unanimité d'ailleurs des voix. Je suis le seul candidat qui a eu, je veux dire, 100%. Alors, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, nous avons un problème aujourd'hui. Nos amis, les Maghrébins, mettent plus de moyens dans des sports individuels. Et ils ont plus de cadres au niveau de l'arbitrage et de coaching que nous. Ça, il faut l'avouer. Et si le monsieur est plus gradé que vous, on ne peut pas vous mettre, vous qui avez 2 étoiles, lui, il a 5 étoiles. Vous ne pouvez pas être son chef. Donc, la commission des juges arbitres de la Confédération africaine de boxe, jusqu'à l'heure où je vous parle, est dirigée par les Maghrébins. Cependant, ces Maghrébins font leurs lois. Mais vous, en tant que président, vice-président, vous nous n'avez pas un mot à dire pour changer sommes en train de nous battre, puisque là, il va se dérouler à Lomé, et justement, un séminaire de formation des juges arbitres et de recyclage. Donc, je suis en train d'inscrire 4 Gabonais, parce qu'il faut qu'on soit nombreux pour pouvoir contourner un peu certaines difficultés liées un peu à ces triches-là. Et Michel? Ça, c'est sûr. Alors, Président, moi, je vais revenir au dossier précédent. Il s'agit évidemment de ce litige, ce torchon qui est en train de brûler entre les ex-vice-présidents et vous. Vous-même, personnellement, quelle est la décision, en tant que président, quelle est la décision que vous prenez par rapport effectivement à ce genre de comportement déviant ou à ces personnes, par rapport aux concernés effectivement qui sont en train, je dirais qu'un temps soit peu, en train de créer un mauvais climat au sein de la fédération? Ben, ma décision, c'est radier M. Mbumba Ebinda. Et à l'heure actuelle où je vous parle, Mbumba Ebinda ne parlera plus jamais de la boxe, au risque de se voir devant les tribunaux. Parce que je ne peux pas concevoir que ce monsieur, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait beaucoup de bêtises. Il a tellement accumulé de bêtises que je ne peux pas me mettre
à les étaler ici. Vous comprenez? Oui. Oui, mais n'oubliez pas, Monsieur le Président, qu'il a un droit de réponse sur le plateau de 7 Sports pour bien sûr faire la parité. Écoutez, on ne va pas aller de droit de réponse au droit de réponse. Ça signifie quoi? Ça signifie que M. Mbouba a fait ce qu'on appelle vous appelez ça comment? Un point de presse. Et la fédération, le comité exécutif de la Fédération gabonaise de boxe, composé de ses vice-présidents, sa trésorière générale, son secrétaire général et tous ceux Gotha-là, il s'est à son tour prononcé sur la question. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis invité par vous en tant que président fédéral. Je donne mon point de vue. Et donc, mais il ne s'agit pas d'une affaire d'individu. Non, je parle simplement parce que lorsque vous allez jusqu'à dire que quelque chose, ça aurait détourné 380 millions, est-ce qu'on détourne l'argent d'une compétition qui s'est effectivement déroulée dans le pays? 1. De 2, la ceinture est restée. 3, tous les Européens qui sont venus, les Américains, tout le monde a été payé. 4, est-ce que c'est SOSA qui est l'agent comptable jeunesse et sport qui paye les gens? On va retenir que... nous retenons alors qu'il y aura radiation. Alors. Donc, quelque part, honnêtement, il s'agit là de la diffamation et de la dénonciation calomnieuse. Une dernière question, Président. Nous retenons qu'il y aura radiation, ça c'est votre décision. Il n'y aura pas, il y a déjà radiation. Ah, d'accord. Il y a déjà radiation. Alors, par rapport éventuellement à ce championnat que vous êtes en train de préparer, parce qu'il y a une compétition nationale que vous préparez, quelles sont les dispositions qui ont déjà été prises? À quel niveau êtes-vous au niveau concernant les préparations? Bon, alors, les plus hautes autorités, en particulier le ministre Blaise Oulembe, a compris que nous sommes à une période sensible où il faut maintenant très rapidement... Bon, il a toujours compris, hein, puisqu'il nous a toujours donné le maximum en fonction de ses disponibilités. Alors, nous préparons le championnat national. Et ce championnat national va nous permettre de former l'équipe nationale qui va rentrer en compétition incessamment, puisque nous avons le tournoi pré-olympique qui va se dérouler du côté de Yaoundé au Cameroun, et c'est ce tournoi qui qualifie pour les Jeux olympiques. Donc nous avons décidé d'organiser dans le cadre de la délocalisation de nos compétitions, puisqu'on avait fait l'année dernière, c'était à Mouila, l'autre année là-bas, c'était Port-Gentil. Bon, cette fois-ci, le tour revient à OIM. C'est à OIM d'abriter cette compétition nationale d'envergure nationale. Et ça démarre effectivement le 15 décembre et ça prendra fin probablement le 22 ou le 23. Mais ce qui est sûr, en marge de ce championnat national, il va se dérouler l'Assemblée générale des ligues. Toutes les ligues doivent renouveler leur bureau, puisque leur mandat est arrivé à son terme. Donc, vous comprenez que bien avant le championnat national, il va y avoir les championnats provinciaux. Ça signifie quoi? Chaque province va essayer tous les clubs vont s'affronter pour qu'il y ait une équipe type qui va croiser les gants avec les autres provinces. Donc, c'est ce qu'il y a comme, programme à court terme. Maintenant, à long terme, juste après l'équipe nationale, formée, regroupement local, regroupement local des présélectionnés, sélection définitive et mise au vert. Et j'avoue que le ministre a compris, puisqu'il m'a reçu en audience et je lui ai fait part du bien fondé de ces regroupements. Voilà, non, je veux dire du tournoi pré-olympique. En fait, c'est le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. Étant donné que c'est au cours d'une olympiade qu'on juge chaque fédération, ainsi de suite, et le ministre a compris et il a dit qu'il ne va pas ménager, aucun effort pour satisfaire aux doléances de la Fédération gabonaise de boxe, et sur laquelle le chef de l'État compte énormément pour les JO.
Merci, Monsieur le Président. Merci d'être passé sur le plateau de 7 Sports. Merci, Michel Zueyi. On se retrouve lundi prochain. Nous allons poursuivre cette émission et parler du CHAN, donc le championnat d'Afrique des Nations 2016. On connaît désormais les différents groupes du CHAN 2016. Le tirage au sort de la compétition a été effectué ce dimanche à Kigali. Un tirage qui envoie le Rwanda, pays hôte, dans le groupe A, en compagnie du Gabon, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Vainqueur du tournoi en 2009, la République démocratique du Congo atterrit dans le groupe B composé aussi de l'Angola, du Cameroun et de l'Éthiopie. La Tunisie, elle, évoluera dans le groupe C avec le Nigeria, le Niger et la Guinée. La poule D regroupe le Zimbabwe, le Mali, l'Ouganda et la Zambie. Le tournoi commence le 16 janvier prochain et s'achèvera le 7 février. Donc on récapitule. Dans le groupe A, Rwanda, Gabon, Maroc, Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, République démocratique du Congo, Angola, Cameroun, Éthiopie. Dans le groupe C, Tunisie, Nigeria, Niger et Guinée. Dans le groupe D, Zimbabwe, Mali, Ouganda et Zambie. Voilà, donc nous allons poursuivre et parler cette fois-ci de Hervé Renard, qui lui a été l'entraîneur de la Côte d'Ivoire et puis après la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN est allé en France. Il a donc été limogé par les dirigeants de Lille pour insuffisance de résultats. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler avec Mamadou Niang, bien sûr. Le club de Lille, 16e de la Ligue 1, après 13 journées, a annoncé mercredi avoir limogé son entraîneur Hervé Renard, recruté cet été et qui a été le premier technicien à subir pareil sort cette saison dans le championnat de France de Ligue 1. Le LOSC annonce sa décision de mettre fin de manière amiable à sa collaboration avec Hervé Renard. Hervé Renard n'est ainsi plus l'entraîneur du LOSC, dont l'effectif professionnel et la préparation seront conduits ces prochains jours par l'un de ses adjoints, Patrick Colo, et les membres du staff technique, a indiqué le communiqué du club. Le LOSC qui justifie cette décision par la position périlleuse au classement du club, l'un de ses objectifs initiaux, affirme n'avoir pas trouvé avec Hervé Renard son équilibre et sa dynamique. Recruté pour apporter un nouveau souffle dans les rangs lillois après une saison vécue sans passion et terminée sur haute tension avec le départ de René Girard, l'ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire, avec lesquels il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et 2015, a échoué dans sa mission. Le fiasco qui concerne également les dirigeants lillois, par lesquels la collaboration avec Hervé Renard s'achève de manière évidente et malheureuse sur un constat d'échec partagé. Le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations pourrait rebondir en Afrique pour redorer son blason. Voilà donc Mamadou Niang qui vient donc de nous rejoindre à nouveau parce qu'il était question de prendre le président de la Confédération, le vice-président de la Confédération africaine de football, président de la Fédération gabonaise de boxe, pas de football, autant pour moi de boxe, M. Clément Sosa Simawango. On parle ici de limogeage de Hervé Renard au sein de son club de Lille pour insuffisance des résultats, mais cet entraîneur, vraiment, on peut penser que bon, l'Afrique peut être mieux pour Hervé Renard. Je crois que si vous avez bien suivi le reportage, j'ai dit que peut-être que Hervé Renard va retrouver l'Afrique, le continent qu'il connaît le mieux, qu'il maîtrise le mieux pour poursuivre sa carrière d'entraîneur. Il faut se rappeler qu'il a été déjà à Sochaux, quand le club de Sochaux avait fait un mauvais championnat. Ouais, les Français, ils ont été pratiquement relégués en deuxième division. Après, il est revenu reprendre la Côte d'Ivoire pour remporter la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et ensuite, maintenant, il est reparti avec Lille. Et on a vu les résultats. Après 13 journées de championnat, l'équipe était 16e. Donc, insuffisant de résultats. Il n'a pas pu remplir son contrat et il a été limogé. Donc, pour insuffisance de résultats. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission. Mamadou Niang est parlé de Blatter qui était hospitalisé. Joseph Blatter a été hospitalisé, donc a indiqué mercredi l'AFP à son porte-parole, selon qui le président démissionnaire de la FIFA, âgé de 79 ans, lui, devrait quitter l'hôpital ce lundi. Je pense bien peut-être que c'est fait, parce que nous sommes aujourd'hui à lundi. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. Le président démissionnaire de la FIFA, Joseph Blatter, est à l'hôpital depuis plusieurs jours. Victime d'un accident médical le week-end précédent, ce dernier a été placé sous évaluation médicale pendant une dizaine de jours.
Aux dernières nouvelles données par son porte-parole, il se pourrait que ce malaise soit dû au stress que l'ancien président de la FIFA subit depuis plusieurs semaines. Il faut préciser que Sepp Blatter, qui avait annoncé depuis juin sa démission, tout en restant en poste jusqu'au prochain congrès électif, est sous le coup d'une procédure pénale ouverte depuis le mois de septembre à son encontre par la justice suisse qui le soupçonne de gestion déloyale. Il est ainsi reproché à Blatter d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA avec l'Union caribéenne de football et son ancien patron, le sulfureux Jack Warner. Autant d'accusations qui pèsent sur ce dernier et peuvent le faire chuter, sachant qu'il doit apporter ses preuves pour bénéficier d'une éventuelle présomption d'innocence. D'après son porte-parole, Sepp Blatter se prépare à quitter l'hôpital lundi et sera à nouveau actif mardi. Voilà, Blatter, certainement sorti de l'hôpital, on aura des informations peut-être dans la nuit, enfin peut-être à partir de 22, 23 heures, puisqu'il fait nuit, nous sommes quasiment à 20 h et plus. Mamadou Niang, Blatter un peu fatigué, malade, est-ce qu'on peut penser que bon, ce sont tous ces problèmes-là autour de la FIFA qui fatiguent ou qui amènent Blatter à avoir un peu plus de, on va dire, que ne pas se sentir très bien? Mais affirmatif, parce que aussi c'est pas facile de gérer tous ces stress, quoi. Comme ça, on parlait tout à l'heure des médecins. Les médecins sont importants partout, pas seulement en sport seulement, mais dans tout ce qui gravite autour du sport. Donc, Blatter a traversé une période extrêmement difficile avec les affaires de scandale de la FIFA, d'abord, ensuite sa réélection, ensuite sa démission, sa suspension. Je crois que ça a été beaucoup de choses accumulées et qui font que il est arrivé à ce niveau. Je pense il y a aussi l'âge. Il y a aussi l'âge, 79 ans, c'est beaucoup. Et Blatter, malade, la candidature de Platini également suspendue. On attend qu'elle soit bien sûr étudiée en janvier. On va écouter Philippe Doucet qui lui a dit un mot par rapport à la suspension de Platini et bien sûr au statut de cet homme qu'on pensait avoir toutes les chances de pouvoir s'imposer à l'élection au sein de la Fédération internationale de football association. On écoute. Bon, évidemment, ce n'est pas le cadre idéal à cette élection et on ne peut pas dire que suite à la démission la démission pas encore, mais enfin au départ de la fin de règne, si vous voulez, de Sepp Blatter, on attendait quelque chose d'un peu plus revigorant pour l'image du football et de la FIFA en particulier. Le spectacle qui est donné à l'heure actuelle avec des problèmes de candidature et autres n'est pas forcément de nature à améliorer les choses. Personnellement, je pense que Michel Platini, y compris pour l'Afrique, était et toujours, jusqu'à preuve du contraire, le candidat idéal. Il se trouve que on attend de savoir si cette affaire lui permettra ou pas de se présenter. En l'attente, mais on est bien obligé de se poser de multiples questions et notamment de se demander si cette élection va générer réellement un vent nouveau à la FIFA ou pas. On peut avoir des doutes vu la manière dont ça se passe. Voilà, nous allons poursuivre et donner quelques informations en ce qui concerne le rugby. Le Rwanda est le dernier et 103e pays à intégrer la Fédération internationale du rugby, une mesure bien appréciée par les joueurs de l'équipe des Mill Hills, dont certains sont pensionnaires de l'équipe nationale de ce pays. Également en Scrabble, retenir que le Nigérian Wellington Jigger a été couronné premier Africain champion du monde de Scrabble en anglais. Une victoire qui vient récompenser 15 années de pratique. Il ambitionne aussi de rester longtemps au sommet. Voilà, donc, et nous arrivons bien sûr au thème de la semaine parce qu'il ne reste plus assez de temps. Mamadou Niang, la question elle est toute simple. Les droits de télévision au Gabon, est-ce une réalité? Mamadou Niang, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que bon, les droits de télévision, parce qu'on sait que bon, il se passait quand même, on peut dire, il y avait vice de forme. Puisque lors de la couverture des événements sportifs, surtout des rencontres de la LINAF, eh bien, les médias qui s'y rendaient pour la couverture de ces matchs se voyaient encore, voilà, qui bénéficiaient encore de quelques subventions ou encore de quelques sommes de la LINAF pour pouvoir faire en sorte que ces images soient diffusées. Or, normalement, dans d'autres pays, il faut payer les droits pour pouvoir diffuser un match ou encore faire passer des images d'une compétition quelconque.
Mais je crois qu'il faut s'adapter. Les médias gabonais doivent s'adapter à la réalité. Hein. C'est la réalité au niveau mondial. La FIFA, à l'époque, la Coupe du Monde n'était pas payée, c'était gratuit. La CAN que nous suivons tous les 2 ans était gratuite, n'était pas payée. C'est la CAF elle-même qui... Le pays ne payait pas les droits. Depuis quelques années, on paye les droits. Chaque télévision africaine doit payer ses droits de retransmission pour avoir le droit de retransmettre la CAN ou bien la Coupe du Monde. Ça progresse. Maintenant, on a une structure professionnelle. La LINAF est une structure professionnelle parce que pendant 2 ans, ils ont joué le jeu en offrant les images gratuitement au club gabonais qui s'en servent très bien. Et la LINAF, je crois qu'elle est bien outillée en matière tout ce qui est vidéo, tout ce qui est images et tout ça. Donc maintenant, également, la LINAF également veut faire entrer des fonds parce qu'elle a des charges et à partir de ce sont ces images qui vont lui permettre... Est-ce que les chaînes est-ce que les médias ou encore les chaînes de télé ou encore des radios vont pouvoir acheter ces droits de télévision? Vous savez, quand la CAF ou bien la FIFA même, la FIFA a démarré la retransmission, les droits de retransmission, le fait de payer les droits de retransmission, on disait que ce n'est pas possible. Quand la CAF le faisait au début, on disait que ce n'est pas possible. Et pourtant, à la fin, on a fini par s'abonner. C'est comme les autres chaînes, Canal+, ou bien Canal, ou bien la télévision Big Sport. Oui. Hein. Pour les matchs, il faut payer parce qu'également, il y a un investissement. Oui. Je crois que si les médias gabonais veulent utiliser ces images, ils sont obligés de payer. Ensuite, maintenant, il reste aux médias de voir un peu, de trouver des stratégies. Ça va permettre également au club de pouvoir bénéficier de ces droits de télévision parce que en France, à la base, les clubs touchent 12 millions d'euros de droits de télévision avant chaque championnat ou encore avant chaque saison. 12 millions d'euros à chaque club sur les droits de télévision. Ça va être une bonne chose pour le Gabon si vraiment... La LINAF va en profiter, les clubs vont en profiter, mais également les chaînes également de télévision ou bien les journaux vont y profiter parce que si vous avez une émission sportive par exemple, vous avez vos images, alors il appartient également à la chaîne ou bien de vendre également ces images, de vendre son espace. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Alors le danger c'est de croiser les bras, de dire que ce n'est pas possible, de ne pas essayer. Je crois que la LINAF a bien raison d'essayer ça et de voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est tout à fait normal que les médias commencent également à payer les droits comme ça se fait un peu partout. Donc c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est une bonne chose. Pour la LINAF. Pour la LINAF et pour les clubs aussi. Mais voilà. Cette sport, c'est terminé. On nous fait signe de l'autre côté de la régie. Le temps juste de saluer nos amis téléspectateurs qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission. Il y en a 2 aujourd'hui. Il s'agit de Eric Mangumba qui nous a écrit depuis le château. Dit-il, c'est un quartier de la capitale gabonaise, donc de Libreville, mais aussi Guy Roland Nombo qui nous regarde tous les jours, qui nous a fait quelques remarques, nous avons pris en compte, nous allons répondre sur la page Facebook de l'émission. Je rappelle également que vous aurez en direct sur Canal 7 les rencontres de la Ligue des Champions, la 5e journée entre le Real de Madrid, le Shakhtar Donetsk qui reçoit le Real de Madrid et Rosenborg en ce qui concerne la Ligue Europa qui reçoit l'équipe de Saint-Etienne. Et également préciser que vous pourrez regarder ces matchs sur notre application streaming. Donc c'est tout simple, vous avez cette application et vous pouvez regarder ces rencontres de Ligue des Champions. Et n'oubliez pas de nous écrire également sur la page Facebook de l'émission Canal 7-7 Sport. Et voilà, vous pourriez bien sûr nous faire vos propositions également concernant l'émission. 7 Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, même plateau, même heure, même décor. Au revoir.